Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Romain Desarbres. Écrivain, journaliste, auteur de Histoire intime de la Ve République, tome 3, tragédie française aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande interview. On va évidemment parler de la situation politique et plus précisément du tout nouveau gouvernement Attal. La deuxième salve de nomination de ministres a eu lieu hier soir. Le gouvernement est désormais au complet. Qu'est-ce qui vous inspire ce gouvernement déjà ? Rien. On peut dire que la montagne a accouché d'une souris. Ouais. Non, même pas, d'une fourmi. Parce que il s'est rien passé en fait. Vous savez, c'est un peu comme d'habitude. Ces ministres de Macron, en fait, ils n'impriment pas. C'est quoi, c'est un gouvernement sans saveur, c'est ce que vous nous dites ? Ce sont des zombies, des morts vivants. Alors, j'ai trouvé que pour la première fois, peut-être, il prenait... c'était la premier risque qu'il prenait pendant son quinquennat, son deuxième quinquennat, en mettant Gabriel Attal, qui est visiblement un politique d'avenir, quoi, qui est très bon. Et je me suis dit, ça va changer. Bah non, pas du tout. On remet des gens, des technocrates, des gens comme ça, un peu fades. On ne sait pas qui c'est, on ne saura jamais. Bon, alors, il y en a quelques-uns qui ressortent, évidemment. On a chacun nos petits chouchous. Alors, moi, c'est vrai, j'aime bien l'idée de revoir Sarah El Haïry, ça me fait plaisir. Agnès Pannier-Runacher, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui travaille, c'est très bien pour elle. Le nouveau ministre du Logement, là, Guillaume Casparian, quand on voit qu'elle est fille et furax, on se dit que c'est peut-être une très bonne idée. Bon, voilà. En tout cas, un bon technicien du logement. Oui, voilà. Mais si vous voulez, en dehors de ça, c'est toujours la même chose, c'est fadasse. Tout ça est fadasse, et en fait, il faut un peu de retour à la politique. D'ailleurs, de ce point de vue, ils ont raté le coche avec François Bayrou. Ça aurait rajouté quelque chose. Mais si vous voulez, c'est l'idée de ne Bayrou pas... qui n'a pas voulu y aller. Oui, mais enfin bon, il y avait une façon peut-être de le faire venir aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours la peur chez Macron, en tout cas pas forcément chez Attal, mais la peur d'avoir des gens, comment dire, un peu forts avec des convictions en face de lui. Même si, attendez, quand je dis ça, quand j'entends dire aujourd'hui, parce qu'il y a tout un petit discours macronien sur Bayrou qui a vu la Vierge, Calmelon, etc. Non, il a de la culture, il a des convictions, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais j'ai connu, disons, tout au long de l'histoire de la Ve République, des gouvernements avec des gens forts, voilà, qui s'annulent parfois les uns les autres, mais qui sont forts. Là, c'est, comment dire, tout ça est un peu étriqué, quoi. Alors, on va en parler de Bayrou et de ce qui s'est passé cette semaine. Mais je voulais qu'on mette un coup de projecteur sur Nicole Belloubet, troisième ministre de l'Éducation nationale en un mois. Troisième en un mois. Nicole Belloubet qui remplace Amélie Oudéa-Castéra, qui a remplacé Gabriel Attal. Nicole Belloubet qui avait, en 2020, critiquer le droit au blasphème. C'était l'affaire Mila. C'était sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Écoutez Nicole Belloubet. Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. C'est absolument impossible. C'est quelque chose qui vient rompre avec le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. Voilà, Mila qui était attaquée parce qu'elle critiquait l'islam, et Nicole Belloubet qui a dit « L'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience ». C'était gravissime ce qu'elle avait dit. C'est woke, c'est woke. Voilà, on a une ministre de l'Éducation nationale woke, c'est-à-dire que la période Oudéa-Castéra, la période aussi Blanquer s'efface et on retourne à quelque chose de différent, soi-disant avec Attal au-dessus qui va s'occuper des choses. Mais enfin bon, cette déclaration, si vous voulez, qui est absolument navrante, mais c'est je dirais même honteuse. Mais oui, mais c'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est l'incohérence. C'est-à-dire, on s'en fout, on prend l'électeur français un peu pour un imbécile, il faut bien dire. On lui raconte des blagues sur n'importe quel sujet. Et si vous voulez, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose de lunaire. Vous voyez, on dit toujours la vieillesse est un naufrage, la fin de règne aussi est un naufrage. Enfin, il y a encore 3 ans de fin de règne, elle va être longue. Mais il fait penser, Emmanuel Macron, à, comment dire, quelqu'un, une sorte de chanteur de charme, vous voyez, qui a été danseur de claquettes, de tango, magicien, qui a fait différents tours, différents numéros, et qui est là dans une salle de bal tout seul, et qui continue à chanter. Voilà, et c'est un peu ça l'image que ça donne. C'est-à-dire que je pense que les Français n'y croient plus. C'est le naufrage du macronisme ? C'est pas le naufrage, non, c'est l'agonie.
C'est l'agonie. Vous savez, sous la Ve République, quand vous regardez l'histoire, c'est pas la première. Et le deuxième mandat, c'est souvent compliqué. Le deuxième mandat de François Mitterrand, ça a été atroce pour lui, surtout les derniers temps, enfin la dernière année. Et là, je crains que pour lui, ce soit terrible, d'autant plus qu'il est dans le déni de réalité. Vous voyez, parce que il ne... C'est ça qui est... On peut se tromper, mais là, il est dans le déni de réalité. Non, parce qu'il a perdu les élections législatives de 2022, on en revient toujours là. Et contrairement à ce qu'aurait fait n'importe qui d'autre, bah, il a fait comme s'il avait gagné. Et donc, il est obligé de gouverner sans rien faire. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Et en plus, c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire, il gouverne en faisant de temps en temps passer des lois, et en même temps toujours, et là on le voit avec la formation de ce gouvernement, c'est toujours à court terme. Tout est à court terme. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de ligne, vous voyez. Alors on se dit que ça va changer, parce que moi je suis toujours optimiste, puis j'aime mon pays, et puis voilà, je veux que ça marche la France. Mais d'ailleurs j'ai eu un petit espoir quand j'ai vu arriver Gabriel Attal, je me dis tiens, il veut quelqu'un de fort un peu avec lui. Mais non, c'est toujours la même histoire. Revenons sur Bayrou. Bon, François Bayrou n'a pas voulu entrer au gouvernement. Vous le regrettez, vous nous l'avez dit. Il a notamment dénoncé... Attendez, c'est pas un problème politique, moi, c'est pas parce que j'ai ces idées, je pense que c'est toujours utile dans un gouvernement d'avoir des gens... Quelqu'un de solide, surtout qui dit quelque chose d'important. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est qu'il dit que jamais le fossé n'a été plus grand entre Paris et la province. Et ça, je le pense profondément. Il a raison. Moi, je tourne énormément, je fais beaucoup de conférences en France, etc. Je suis fasciné par ce que j'entends et ça fait peur. D'ailleurs, le pays est inquiet. Donc ça, c'est indéniable. Les Français sont inquiets. Et ça, c'est quelque chose... Vous voyez, je pense que dans le macronisme, il y a quelque chose de... Il y a une date absolument fondamentale, c'est le départ de Gérard Collomb. C'était fini. Il était complètement déconnecté. Je pense qu'il est toujours déconnecté. Et pour le reconnecter, je pense que quelqu'un comme Bayrou pouvait lui apporter quelque chose, justement par rapport à ça. La grande interview un grand élu local ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il manque des barons locaux, des costauds dans ce gouvernement, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça la politique. Il faut faire de la politique. Alors Attal fera de la politique, ça c'est sûr, il sait en faire. Mais je cherche, bon, il y a Bruno Le Maire, mais il est un peu planqué. Il y a Gérard Darmanin qui est excessivement doué. Mais bon, il a pris un coup sur la tête après l'histoire de la loi immigration. Enfin, voilà, mais il n'y a pas grand monde, quoi. Et on ne fait pas de la politique comme ça, vous voyez. La politique, Aristide Briand, l'ancien président du Conseil de la Troisième République, il disait toujours, la politique, c'est parler aux gens, vous voyez. Bon, alors, on leur raconte des cracks, mais on ne parle pas aux gens. Il faut mettre les cartes sur la table, dire, voilà, ça va pas, on va faire ça. Vous voyez, par exemple, le commerce extérieur. 100 milliards de déficit du commerce extérieur. Bon, j'entends dire, on dit, c'est bien. Bah oui, parce qu'on arrive de 160 milliards l'année d'avant. Mais non, mais c'est atroce. Et là, ça veut dire, il faut s'occuper des problèmes, les problèmes qui se posent. Parmi les problèmes, François-Olivier Gisbert, parlons de ce sondage pour CNews Europe 1, le JDD sur l'immigration et la maîtrise des flux migratoires. On le diffusait hier. 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Il y a une volonté claire de la part des gens de revenir à plus de fermeté. Ça, c'est la tendance. Ouais, enfin, moi, je n'emploierais pas forcément le mot fermeté, parce que moi, je ne suis pas contre l'immigration comme ça en soi, mais je suis pour le contrôle. Le fait qu'il n'y ait pas de contrôle est complètement aberrant. Et là, de ce point de vue, il y a un problème avec les hautes autorités judiciaires de ce pays, et en Europe aussi, la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui a pris quand même une décision le 25 janvier, qui est une décision qui n'est pas une décision de droit. On n'est pas dans l'état de droit. Ils font de la politique politicienne, politicarde. Parce que l'article 45, excusez-moi, il dit exactement « Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » Article 45 de la Constitution. Du Conseil constitutionnel, c'était de dire on ne peut pas rajouter tel ou tel point parce que ça ne traite pas d'immigration. Oui. Eh ben, je vous renvoie à l'article 45. Oui. Visiblement, ils ne l'ont pas lu. Enfin, ils le citent dans leur texte. Mais c'est une honte totale, puisque cet article 45, d'ailleurs, ils le font jouer pour certains amendements et pas pour d'autres. Ce qui montre très bien que, non, mais là, on est tombé sur la tête. Et là, il faut remettre, si vous voulez, on voit
là, on est quand même dans une sorte d'affaissement, et vous avez, comme ça aujourd'hui, des autorités judiciaires qui se croient toutes permises, à faire de la politique. toutes permises, voilà, et on fait comme ça, on prend des décisions de censurer qui sont contraires à la Constitution, contraires à l'article 45 de la Constitution. Marine Le Pen, elle a le vent en poupe, elle est donnée gagnante dans un sondage IFOP Valeurs au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal. Alors oui, c'est dans 3 ans, c'est un sondage et on qui la donne gagnante 51-49. Donc voilà. Mais je voulais vous entendre sur Marine Le Pen. Elle pourrait être la prochaine présidente de la République ? Bah oui, c'est clair. Oui. Bah, ça ne faut pas se cacher. Vous avez ces sondages, le sondage de Valeurs Actuelles, le sondage du Point, par exemple. Alors, chaque jour, on voit, et ça monte tout le temps. C'est comme une mer qui monte, le marinisme. C'est ça, aujourd'hui. On le sent très bien. Donc, faut pas se raconter d'histoire. C'est pas les belles paroles. Et puis, ça va plus marcher. Vous savez, l'idée de, sauver la République, sauver la démocratie, etc. C'est fini. D'ailleurs, il y a un mouvement général en Occident. C'est pas juste propre à la France. Hein. Vous avez regardé le résultat, enfin, les sondages, en tout cas pour Trump aujourd'hui aux États-Unis, Meloni en Italie, les sondages sur l'AfD en Allemagne, etc. Enfin, il y a un courant assez fort parce que l'Occident se sent pas bien, il se tourne vers, disons, des systèmes un petit peu plus autoritaires. Et je pense que, au fond, c'est ça que le coche que Macron est en train de rater, hélas pour la France aussi, parce que il va rester peut-être comme le président qui aura ouvert les portes au Rassemblement national, à Marine Le Pen. Dans l'histoire, ça va être ça qu'on va retenir, comme on retient d'Obama. C'est lui qui a ouvert les portes pour Trump. Hein. C'est à un moment donné, les gens vont chercher l'inverse ailleurs. Or, si vous voulez, le vrai sujet, quand on parle tout à l'heure du contrôle, contrôle de l'immigration, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un pays où plus rien n'est contrôlé. Quand on pense, regardez les chiffres de l'immigration. C'est quand même, ce sont des chiffres dingues. Au niveau des primo-délivrances de titres de séjour, on a des chiffres du genre 340 000, etc. Vous rajoutez à ça les demandes d'asile, on est à 140 000, mais à 120 000 si on met juste les premières demandes d'asile. Tout ça, on aboutit à des chiffres, on n'est pas loin de 500 000. Vous rajoutez, c'est Gérald Darmanin qui le dit, il y a entre 600 000 et 900 000 clandestins en France. Ça veut dire en gros, en calculant d'ailleurs au plus bas, vous avez à peu près l'équivalent d'une ville comme Marseille qui arrive en France chaque année. Oui. Une ville de 800 000 habitants chaque année. Enfin, on peut pas, à un moment donné, il faut contrôler. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'ils ne sont pas gouvernés. Alors, c'est vrai qu'on a un président qui parle tout le temps, il est à la télé tous les soirs pour nous annoncer des trucs, mais ça, c'est de la com. Vous savez, la politique, c'est des lignes directrices, du recul, c'est ça. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à la France. Il y a les LR qui tiennent un discours de retour à l'ordre, de contrôle également. Ça imprime moins. Comment vous l'expliquez ? Ils sont dans une mauvaise phase. LR est contrairement à ce que disent les médias, est quelque chose d'encore très fort dans la politique française. Oui. Vous savez pourquoi ? C'est très simple. Ça me rappelle beaucoup, d'ailleurs, quand je lis ce que disent les journalistes, enfin, ce qu'on lit partout sur LR, ça me rappelle beaucoup ce qu'on disait sur le Parti Socialiste en 1997. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que Jacques Chirac a fait cette dissolution, parce qu'il pensait que ça passerait facilement, parce qu'il n'y a plus de Parti Socialiste. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait dans les sondages, c'est ce que disait tout le monde. Mais la vérité, c'est que le Parti Socialiste, qui est reparti très vite, c'est qu'il avait beaucoup de présidentiables à l'intérieur. Il y avait des personnalités fortes. Ça imprimait. Et en 97, surprise, ils ont gagné les législatives alors qu'ils partaient de zéro presque ou quasiment. Là, vous avez un peu le même phénomène avec LR, c'est-à-dire ils ont beaucoup de présidentiables. Si on veut les aligner, ça fait un paquet. Il n'y a pas seulement Laurent Wauquiez, il y a aussi David Lisnard. Enfin, il y a toute une petite série de bon. Ils pourraient former un gouvernement assez facilement. Très facilement. Oui. Non, mais ça veut dire que quand vous avez des hommes, c'est ça que peut-être Macron n'a pas compris, quand on voit des hommes et des femmes, bien sûr, ça va de soi, quand vous avez du personnel, en tout cas politique, vous pouvez repartir. Il faut, vous voyez, des têtes d'affiche. Le macronisme n'a pas de tête d'affiche. Si vous regardez, c'est pas avec Stanislas Guérini et Sébastien Séjourné que ce truc va partir, peut-être avec Attal, mais enfin, c'est compliqué la politique. Et ça, c'est un peu le souci aujourd'hui pour ce régime, c'est son renouvellement. LR, de ce point de vue, si vous voulez, on peut avoir moins d'inquiétude pour eux, même si aujourd'hui, la situation est effectivement atroce.
Un grand merci à vous, Franz-Olivier Gisbert, d'être venu Merci, Romain ce Desarbres. matin sur CNews et sur Europe 1. C'était la grande interview de Franz-Olivier Gisbert. Et je rappelle le titre de votre livre, Histoire intime de la 5e République, tome 3, Tragédie française, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée, à bientôt.